Ce documentaire est le résultat d'une initiative mise en place par le CIJA en partenariat avec les chambres de commerce culturelles. C'est tellement important pour la Ville de Montréal de s'impliquer dans des projets comme Unis dans la diversité. C'est un projet qui est porteur parce que non seulement il est porté par des jeunes générations, par des jeunes Montréalais et Montréalaises qui se préoccupent de ces enjeux-là, mais en plus, c'est une thématique qui est transversale à la Ville de Montréal lorsqu'on parle de Unis dans la diversité, mais on parle de l'importance de toutes les communautés culturelles, de tous les milieux, de travailler ensemble pour parler de diversité, pour parler de racisme, pour dénoncer les actes de discrimination. Et donc, dans ce sens-là, c'est avec beaucoup de fierté que la Ville soutient des projets comme Unis dans la diversité. La communauté juive de Montréal ne date pas d'hier. Ça fait plus de 2 siècles et demi que nous sommes ici, plus de 250 ans que nous contribuons de manière importante au développement de cette ville. Nous faisons carrément partie de l'ADN de cette belle et grande métropole. Quand on pense à la communauté juive de Montréal, on pense inévitablement aux bagels, au fameux smoke meat, à la légende Leonard Cohen et aussi, bien sûr, à nos amours, ou pour les plus familiers, les expos. Mais la communauté juive de Montréal, bien sûr, c'est beaucoup plus que ça. Et c'est la raison pour laquelle on est ici aujourd'hui, parce que c'est une communauté qui est méconnue des Montréalais et on est au cœur de cette artère principale qu'on surnomme la Main, non pas par coïncidence. Évidemment, on parle ici du boulevard Saint-Laurent. On va tenter de retracer les origines de la communauté juive de Montréal, ses débuts, son évolution au sein de la métropole, ses défis, parce qu'il y en a toujours eu et il y en a encore, et aussi ses succès, parce qu'on a grandement contribué au succès économique, culturel et social de la métropole. Dans les années 40, 50, le yiddish était la 3e langue parlée à Montréal, avec une explosion de culture juive en yiddish qui est tout à fait exceptionnelle. Évidemment, Yolande, il y a eu une époque justement où il y avait beaucoup de ségrégation. La communauté juive de Montréal a dû développer ses propres institutions, ses propres services. Et là, on est devant justement la première mouture, première version de l'hôpital général juif de Montréal. C'est une maison qui est très belle. À la fois, c'était un avantage pour les Juifs de pouvoir développer leurs propres services. La professionnalisation des services de santé et des services sociaux, c'est une des raisons pour lesquelles l'hôpital général juif est devenu un hôpital extraordinairement important et il a suivi de la même manière l'évolution des autres services sociaux et de santé. On peut voir que la communauté est très diversifiée, d'abord en termes de langue, qui vraiment donnait une vie à ce qu'on a appelé le shtetl de Montréal et qui est une communauté qui a grandi avec Montréal et qui a fait grandir Montréal. La communauté juive est une communauté autochtone. Ça fait 250 ans et plus maintenant qu'elle existe. On a aussi été un peu précurseur du mouvement syndical en général. Il n'y a pas d'histoire du mouvement ouvrier montréalais qui ne fasse référence justement à cette contribution et il va y avoir une conscience ouvrière qui est plus importante que la conscience juive. Une conscience ouvrière féminine aussi. Et féminine, absolument. Beaucoup de femmes qui étaient employées beaucoup dans le textile et qui vont se syndiquer et qui vont participer vraiment à l'éveil du mouvement ouvrier montréalais. Donc le paysage architectural et patrimonial de Montréal doit beaucoup à la communauté juive. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire, par exemple de donner des noms de rues ou de parcs à ces grandes figures. C'est même plus une question d'intégration, je parle plus d'enracinement. On fait partie carrément intégrante du développement de la ville de Montréal. Absolument, avec une solidarité intracommunautaire, mais aussi avec une solidarité intercommunautaire. C'est peut-être ça la richesse de la communauté juive de Montréal, pour laquelle elle est bien connue, pas seulement au Canada, mais dans le monde. En ayant ces échanges et ces discussions avec les autres communautés qui font partie de la ville de Montréal, ça aussi, c'est un certain enrichissement pour nous, pour la société de Montréal en général. Dans la première moitié du XXe siècle, on n'avait pas de politique migratoire comme telle. Et donc, les mouvements migratoires venaient s'installer le long de... ils arrivaient au port de Montréal et ils remontaient sur la rue Saint-Laurent. Ils restaient plus ou moins longtemps dans ces quartiers d'accueil
des différentes vagues migratoires. Mais aussi, dès que le foncier devient trop élevé, on va voir une lente émigration vers les quartiers multiethniques de Côte-des-Neiges. Et c'est dans Côte-des-Neiges qu'ils vont se retrouver, alors que le centre-ville devient de plus en plus déserté à cause des prix du foncier. La banlieue se développe, banlieue nord, banlieue ouest, et Côte-Saint-Luc devient un des lieux d'ancrage de cette communauté. Et surtout, c'était une question aussi de statut social, avec l'arrivée de la communauté juive marocaine essentiellement, mais on va voir à ce moment-là vraiment le développement de toute une série d'activités en français, et donc au profit du français qui est devenu la langue d'usage pour toutes ces populations. La communauté juive de Montréal, quand on dit, elle contribue de manière très importante. Quel serait le message que vous enverriez aujourd'hui? Ce filet de sécurité sociale est une valeur qu'on partage, je pense, tout le monde. C'est une solidarité qui va plus large, qui va plus largement. Et je pense que c'est ça la contribution à la fois de cette communauté autochtone et que Montréal reconnaît aujourd'hui un peu plus maintenant. C'est sûr que, comme pour bien d'autres communautés, il y a toujours des défis qui persistent. De façon générale, ça se passe bien pour la communauté juive à Montréal, qui est impliquée depuis des centaines d'années. En fait, on pense que c'est récent, mais pas du tout. Qui a fait partie de construire le Montréal qu'on connaît aujourd'hui. Assez particulière dans la mesure où vous êtes juive, mais vous avez aussi votre maman qui vient d'une région au Québec. Et donc ça, c'est intéressant parce que c'est particulier. Je pense que ça fait vraiment partie de mon identité, cette espèce de surf entre les deux mondes. Ma mère qui vient de Actonville, mon père qui, lui, est né au Maroc et qui a immigré ici avec ses parents quand il avait 9 ans. Donc ça fait vraiment un background culturel bien mélangé qui a quand même fait partie de monter mon identité. L'importance de l'engagement qu'on peut avoir pour que justement l'évolution se fasse bien de génération en génération, pour que les gens connaissent de mieux en mieux la communauté juive. C'est bon pour la communauté juive de connaître la communauté montréalaise et les différentes communautés culturelles de Montréal, mais c'est aussi vrai de l'autre côté. Donc c'est bien qu'on apprenne à nous connaître. Je pense que Montréal, ça reste une ville d'opportunités. L'accueil est généralement très bon. Il y a vraiment de la place pour les jeunes de la communauté, les jeunes d'autres communautés. C'est sûr que, comme pour bien d'autres communautés, il y a toujours des défis qui persistent. C'est sûr qu'il y a des fois de l'antisémitisme, des fois on peut penser à des mouvements comme BDS ou certaines actions qu'on aurait vues sur des campus, ou même parfois une représentation de la communauté juive dans les médias sous un certain angle. Mais je crois que ça reste quand même des événements isolés. Vous avez voyagé partout pour des stages, vous me disiez tout à l'heure à Genève, vous avez fait Paris aussi, vous êtes resté à Montréal, vous êtes revenu à Montréal. C'est comme si il y avait comme un aimant là, qui vous retenait, vous restez à Montréal. Pourtant, vous avez le choix d'aller ailleurs. Montréal, c'est magique. Je trouve qu'on est vraiment bien parce que justement, on vit tous bien ensemble. Je pense qu'il y a un grand niveau de tolérance. Je crois qu'il y a quand même de belles opportunités d'affaires aussi au niveau culturel et familial. La communauté juive a beaucoup de racines à Montréal. Ça nous retient en fait ici. Exactement. On a de plus en plus de juifs francophones à Montréal. Et effectivement, ça ajoute à la facilité d'être bien intégré dans la vie montréalaise, dans la vie québécoise. Souvent, les jeunes de la communauté juive francophone sont parfaitement bilingues. Ça leur donne une facilité quand ils entrent sur le milieu du travail, des futurs employés très polyvalents et qui, de par ce fait francophone, comprennent aussi cette partie de la culture montréalaise et québécoise. Je connais rien d'autre que Montréal. Je suis chez moi à Montréal. Mes parents sont nés ici, mes grands-parents nés ici. On peut toujours choisir de quitter, d'aller ailleurs. Mes parents ont fait le choix dans les années 70, comme beaucoup de monde, beaucoup de la communauté juive sont partis, aller à Toronto ou ailleurs. Mes parents ont fait le choix de rester à Montréal, puis de faire grandir leur famille. Puis pour eux, le fait que je sois intégré, bien, c'est une évidence pour nous, peut-être pas pour tout le monde. Notre vie, ça fait partie de cette richesse de Montréal qu'il y a des tensions parfois par cette diversité, mais en même temps, ça fait partie de ce qu'on aime de Montréal, ce qu'on adore. Je pense encore que Montréal, c'est la meilleure ville au monde. Est-ce que vous pensez aujourd'hui justement que d'être Montréalais à Montréal comme ça, en tant que Juif, ça fonctionne beaucoup mieux, ça a beaucoup évolué aussi? Il y a encore certains défis, évidemment, on ne peut pas le nier. Il n'y a pas des barrières
barrière. J'ai toujours pu réussir sans que le fait que je sois juif soit un obstacle. Un obstacle, ça n'a jamais été un obstacle. Montréal, on aime se plaindre puis de chicaner parfois, mais ça fait partie du plaisir de vivre ensemble. Oui, ça fait partie du cachet de la ville, en fait. C'est ça. On est vraiment la bienvenue à participer. J'ai jamais senti de barrière. Vraiment bienvenue, que ce soit dans le monde politique, économique, culturel. Tout ça, c'est comme le reste de la société. On a les mêmes enjeux que tout le monde, en fait. Oui, puis une fierté de la communauté, c'est évidemment que nous travaillons, puis nous avons, je pense, toujours travaillé à au moins essayer d'aider les gens de notre communauté. Comment vous voyez justement cette contribution de toujours encourager les autres générations, les nouvelles générations à faire pareil, à continuer cet engagement, à continuer cette implication qu'il faut constamment avoir parce que des défis, il va y en avoir tout le temps. Là. Je pense que ce n'est plus le cas. On voit un petit peu partout à Montréal des petits coins où on a des Juifs qui habitent. Aujourd'hui, on voit une renaissance même du coin ici, dans le plateau, dans le Myland. Pendant longtemps, non, mais on les voit aujourd'hui de retour. Donc, c'est intéressant que les jeunes professionnels, ils voient que Montréal est ouvert à eux, puis il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de frontière qu'on ne peut pas dépasser, qui n'était pas nécessairement le cas, mais aujourd'hui, c'est complètement ouvert à tout le monde. Les défis, ils sont à toutes les étapes. Peu importe le projet qu'on fait en général, toutes les industries sont dures d'aller au top. En général, il faut juste garder le focus sur ce qu'on veut faire. Quand tu fais un métier comme l'humour où c'est en vue, les gens ont beaucoup d'a priori. Ah, tu fais ce que tu veux, tu t'amuses, tu fais de l'argent. Oui, mais il y a beaucoup de travail derrière. Qu'est-ce qui t'a mis la puce à l'oreille? Dire, ah, moi, je vais faire de l'humour au Québec, je vais percer, moi, je suis né à Montréal, let's go. C'est Gad Elmaleh qui m'a mis la puce à l'oreille parce que dans le festival où j'ai commencé, qui était le festival Sepharad de la communauté justement, et la productrice m'a dit de venir faire la première partie de Gad parce qu'il cherchait quelqu'un de la communauté, j'avais jamais fait ça. Et il m'a dit, ok, là, t'arrêtes tout. J'ai dit, comment ça, t'arrêtes tout? Quitte ton travail, quitte l'école, c'est ça que tu fais maintenant. J'ai dit, mais j'ai jamais fait ça. Il me dit, mais c'est encore mieux. Mon but, c'était de vivre de la scène à la base. C'était pas de faire un 9 à 5 et que ça soit l'humour, la musique, le théâtre, la télé. Je voulais pas être un gars qui punch in, punch out. Je voulais créer, j'ai toujours créé. Et heureusement que j'ai pris cette décision-là parce que ça a changé ma vie complètement. Je pense que la pandémie m'a fait réaliser que c'est pas juste mon travail. C'est devenu une vraie passion, ça m'habite, c'est viscéral, ouais. Pourquoi Montréal? C'est New York dans le hip-hop, c'est Paris dans la bouffe, quoi. C'est Montréal. Nous, au Québec, on voit ça petit parce que Festival Juste pour Rire en français, c'est des artistes d'ici pour des gens d'ici. Mais Just for Laughs, c'est le plus gros festival d'humour au monde. Est-ce que vous suggérez justement à d'autres de la communauté juive, la jeune génération, de dire allez-y? Je parle à la caméra, je peux? OK. Les jeunes, si tu m'écoutes, écoute ce que tes parents disent. Mais si tu as un rêve à l'intérieur, un truc, tu te dis ça, je serais prêt à ne pas manger pour le faire, fais-le. Donc il y a des opportunités à Montréal, il y a des opportunités pour les jeunes. Et quand tu es passionné par quelque chose, tu trouves les opportunités. Est-ce qu'il y a eu des défis particuliers justement auxquels on doit se confronter en tant que juif à Montréal et ailleurs? Ma plus grosse adaptation, ça a été de parler aux Québécois en général, pas aux Québécois l'ethnie, au Québec. Je me rappelle les premières fois, j'allais à Saint-Jérôme, c'est 20 minutes de route, rien. Les gens ils me regardaient, de quoi tu parles, man? On ne comprend pas. Ce travail-là était difficile, de me faire comprendre mes idées au-delà du référent. Et je réalise qu'on a beaucoup de choses en commun. Autant on veut nous diviser à les Québécois, à les Juifs, on est tous au Québec. Je veux vous entendre un peu là-dessus, sur la contribution de cette communauté. On essaye de mettre une étiquette. Un Juif, c'est ça. Alors que tellement pas. La diaspora, elle est mondiale. Il y en a de toutes les couleurs, toutes les formes, dans toutes les industries. Il y a les grosses compagnies, les Guess, les Buffalo Jeans et compagnie. Ça a commencé ici, d'ailleurs. On est là. Ça a commencé là. On est dans le quartier. Ça a commencé ici. Montréal est imprégné de la culture juive. Partout on a été, dans toutes les villes, dans tous les pays, dans toutes les époques, les Juifs ont été très présents dans bâtir l'identité de la ville ou du pays où on est. Et je remarque que Montréal ne fait pas exception. Nive, tu vas rester à Montréal? Ah ben ouais, c'est chez moi ici. Ah ben ouais. J'espère que ça vous a permis de mieux comprendre les origines de la communauté juive de Montréal, son évolution, son importante contribution à tous les niveaux. Le travail acharné des générations précédentes a donné naissance à une communauté forte, une communauté dynamique, très fière de ses origines et encore plus fière de dire que Montréal, ici, c'est chez nous. Shalom.
Notre vision avec les chambres de commerce culturel des communautés haïtiennes, latino, chinoises, iraniennes, africaines et juives est de briser les stéréotypes et de faciliter le maillage culturel à l'extérieur du monde des affaires. Il y a tellement à découvrir de la communauté asiatique. Qui sont véritablement les Montréalais asiatiques? Et surtout, quelles sont les aspirations pour la nouvelle génération? Voici le Montréal asiatique. L'arrivée des Asiatiques à Montréal date de 1858. Avec les troubles internes en Chine, la rareté des terres, ainsi que la ruée vers l'or de l'Ouest canadien, ça a poussé de nombreux Asiatiques d'immigrer au Canada. En 1885, immédiatement après l'achèvement de la construction du chemin de fer du Canadian Pacific, le gouvernement du Canada a implanté la loi sur l'immigration chinoise. Cette loi stipulait que toute personne d'origine chinoise immigrant au Canada devrait payer une taxe de 50 $. Cette taxe a éventuellement augmenté jusqu'à 500 $. Aucun autre groupe dans l'histoire du Canada a dû payer une taxe uniquement basée sur son pays d'origine. En 1923, le gouvernement fédéral a encore une fois adopté la loi sur l'immigration chinoise qui interdisait carrément l'immigration chinoise au Canada. Ceci a eu des effets préjudiciables pour la communauté asiatique. Heureusement, cette loi a été abolie en 1947 et le premier ministre a présenté ses excuses envers la communauté chinoise en 2006. Maintenant, nous avons environ 1,8 million de Chinois au Canada. Pour connaître plus par rapport à la communauté asiatique, nous sommes à la source même du quartier chinois de Montréal. Créé en 1888 par une trentaine d'immigrants chinois, grâce à la presse qui a officiellement nommé le quartier chinois, c'était devenu une attraction touristique à l'Expo 67. Le quartier chinois de Montréal est un des 4 plus grands quartiers chinois à l'Amérique du Nord, après Vancouver, Victoria et Toronto. Au tournant des années 50 et des années 60, il y a eu de nombreuses constructions autour du quartier chinois de Montréal qui a résulté à la destruction de nombreux bâtiments dans le quartier chinois lui-même. Par contre, nous avons aussi eu plusieurs projets forts de la ville de Montréal, tels que le Guy Favreau, le complexe des Jardins et le Place du Quartier, qui a revitalisé le quartier chinois. En 1958, la ville de Montréal a été jumelée avec la ville de Shanghai. La collaboration des deux villes a mené à la création des arches chinoises qui traversent la rue Saint-Laurent. Ceci est un emblème pour la communauté et représente les relations bilatérales fortes. L'hôpital a été fondé en 1918, en plein milieu de la pandémie, de la fièvre jaune. On n'a ouvert ses portes qu'en 1920. Ça fait exactement 100 ans cette année que l'hôpital existe. 100 ans plus tard, maintenant, l'hôpital a plus d'une centaine de lits, 128 lits, donc pour desservir les gens de la communauté. L'hôpital n'a pas toujours été ici. En fait, c'était une ancienne synagogue qui a été acquise au début du 20e siècle. Ça a été converti en hôpital pour servir les gens. Et maintenant, cet endroit-ci, c'est depuis 1999, donc plus de 20 ans que l'hôpital est ici, en plein milieu du centre-ville de Montréal. Si jamais il y a des soins critiques qui doivent être octroyés, dispensés, l'hôpital lui-même n'a pas d'unité de soins critiques, mais a quand même des spécialistes donc, qui se rendent sur une base régulière, que ce soit des ophtalmos, des radios, des endocrinologues. Définitivement, l'hôpital chinois est un endroit qui est rassembleur, donc un monument dans la communauté chinoise. Félicitations pour toute cette contribution et cette très longue histoire. Comment l'hôpital contribue à la communauté asiatique et à la communauté montréalaise de manière plus générale? La grande majorité du personnel vont parler une langue, un des dialectes chinois ou une langue du sud-est asiatique, justement pour faciliter le milieu de vie. Donc, ça allège le système de la santé. Donc, ailleurs dans le réseau, définitivement octroie une aide pour le milieu de la santé dans la communauté montréalaise. Nous sommes honorés d'avoir une démonstration de la calligraphie chinoise de M. Davidson. Il est photographe professionnel, calligraphe, artiste et vice-président de l'Association culturelle artistique Canada-Chine. La calligraphie chinoise a toujours été plus qu'un simple outil de communication, car elle intègre l'élément artistique.
De nombreuses cérémonies qui marquent les célébrations et rituels religieux intègrent cette pratique et la calligraphie s'est elle-même révélée influente sur la culture et le patrimoine intellectuel, notamment avec l'art, l'architecture et le design moderne. Merci beaucoup, M. Davidson, d'être parmi nous aujourd'hui, de nous faire voir une petite partie de la belle calligraphie chinoise, une belle tradition. Et vous allez porter bonne chance à notre tournage aujourd'hui. Merci beaucoup. The story behind the lion dance goes back to China like more than 1,000 years ago. The legendary said the lions came from heaven and gave blessing to the people and the emperor at the time. Traditionally, lion dance represents good luck, good fortune, good health, and to get the evil spirit away. And Chinese New Year, the special festivals, even wedding, they always would like to have a lion dance to cheer up everything and then to give blessing. Le but de la danse des lions, c'est vraiment d'amener la bonne chance et la bonne fortune pour les personnes qui peuvent visionner cette magnifique danse et culture. C'est vraiment une danse qui est présente tant au Nouvel An que des fêtes importantes, ainsi que des nouvelles ouvertures de magasins pour porter le bonheur et la bonne chance pour des individus. What really touched my heart when they realized the frontline workers and healthcare workers, they risking their life and they don't even have a decent meal to eat every day. Depuis le début du COVID-19, il a entendu comment les familles, des fois sur les travailleurs dans les hôpitaux, sont souvent séparés de leur famille par précaution due au COVID-19. Il a aussi également apporté non seulement des boîtes à lunch, mais également des épiceries pour ces personnes âgées qui sont plus vulnérables, qui ne devraient pas sortir de leur maison. Merci beaucoup, M. Jimmy Chan, pour votre temps et votre contribution à la communauté. You're welcome. Outre que le groupe de soutien envers les Asiatiques, nous avons également le service à la famille chinoise du Grand Montréal qui soutient la communauté asiatique. Nous avons le plaisir d'accueillir parmi nous Mme Cicely, qui est la directrice générale du service. Et je sais que le service de la famille chinoise existe depuis 1976, c'est une très longue durée. Vous avez certainement contribué beaucoup à la communauté montréalaise. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu par rapport à ça? La mission est pour promouvoir le bien-être de la communauté chinoise et l'asiatique. Nous avons trois objectifs: l'échange interculturel, puis la défense des droits de la membre de la communauté. Pour le service à la famille chinoise, nous avons 15 de groupes de francisation chez nous, puis nous avons des services d'employabilité. On a aidé les immigrants chinois de trouver l'emploi. Depuis 10 ans, il y en a à peu près 505 000 nouveaux arrivants chinois qui arrivent ici. Nous avons des projets pour aider les femmes isolées de devenir d'entreprise. Les autres défis que nous avons rencontrés, c'est le racisme contre la communauté chinoise pendant la pandémie, les problèmes de santé mentale pour les gens qui restent à la maison. Puis aussi, il y a une petite entreprise qui sont fermées pendant la pandémie et surtout les restaurants dans la quartier chinoise. Depuis 7 ans, la communauté asiatique a grandement évolué et participe dans plusieurs sphères de la société. Il y a même eu la création d'un nouveau quartier chinois tout près de l'Université Concordia et le Collège La Salle, entre Guy et Atwater. Ce nouveau quartier est non seulement fréquenté par des Asiatiques qui sont des immigrants ou des étudiants, mais bien par la communauté montréalaise locale qui souhaite fréquenter un quartier innovateur et vibrant. Alors, quelle est cette nouvelle génération d'Asiatiques? Mentionné auparavant, les Asiatiques est beaucoup plus que les restaurateurs. Les jeunes entrepreneurs asiatiques à succès innovent et contribuent à la croissance économique à Montréal, au Québec et au Canada. Nous sommes ravis d'accueillir M. Bing Wu, associé d'Inosem Canada Inc. On est une compagnie qui est spécialisée dans tout ce qui est transformation numérique pour les entreprises, les petites et moyennes entreprises canadiennes et québécoises. On est spécialisé sur les solutions technologiques, notamment en intelligence artificielle et Internet des objets et de mobilité, afin d'améliorer l'efficacité de gestion de l'entreprise. On parle d'abord de l'effet amplificateur. Fait que si on travaille tout seul, c'est bien. Quand on est ensemble, quand on est capable de rassembler le monde, qui ont la même vision et l'ambition,
et d'aller booster les talents collectifs et intelligence collective, de créer une future nouvelle technologie. Le COVID-19 a affecté nombreux. Par contre, nous avons une augmentation significative des nombres d'actes racistes envers les Asiatiques. En effet, le groupe d'entraide envers les Asiatiques du Québec, c'est un groupe Facebook qui a eu une mobilisation de différentes personnes pour justement parler des enjeux du racisme dans les communautés asiatiques qu'on vive. Et tout ça, ça a amené à une certaine mobilisation que justement, il n'y avait pas d'endroit pour pouvoir parler de ces enjeux-là. Les gens pouvaient aller dénoncer les actes racistes, soit de manière anonyme ou justement en écrivant leur ressenti sur un post. Et c'est publié pour justement démontrer que ces enjeux-là existent. Et par la suite, il y a eu d'autres mouvements, d'autres actions mises en place par le groupe pour justement amener cette visibilité-là que nous, les membres asiatiques, peuvent aussi vivre la discrimination. Puis vraiment, la seule raison, c'est parce que la population a vraiment mis une étiquette que le COVID-19 a fait en sorte que c'est à cause justement des communautés asiatiques parce que ça a commencé justement en Chine. C'est un grand plaisir d'avoir parmi nous aujourd'hui. Merci encore et bonne journée. Nous nous trouvons donc ici dans le nouveau quartier chinois avec Madame Liu, propriétaire de Qinghua Dumplings et ainsi que Sammy Soup. 在唐人街是最早在唐人街是中国人还有华侨聚集的地方，然后在downtown呢是越来越多的新移民，还有留学生，还有来自不同国家的学生。 Madame Liu nous indique que, bien évidemment, elle a commencé son business dans le quartier chinois traditionnel pour suivre les traditions. Par contre, elle a eu une œil pour un nouveau quartier qui est en innovation, qui est en développement et qui est très vibrante ici dans le downtown et continuer la fabrication des dumplings à la main. De plus, c'est vraiment un point rassembleur, surtout au Nouvel An chinois, pour faire la fabrication des dumplings. Finalement, et non le moindre, bien évidemment, le goût des dumplings faits à la main est beaucoup meilleur que les dumplings faits avec des machines. Comme vous l'avez pu le constater, avec sa longue histoire, riche culture et nombreuses contributions, la communauté asiatique a beaucoup donné à Montréal, Québec et au Canada. Nous travaillons fort ensemble afin de bâtir un meilleur futur et à participer à la croissance économique. La communauté asiatique continue d'enrichir notre pays en faisant notre société plus dynamique, plus inclusive et plus compatissante. Célébrons cette incroyable diversité qui fait notre force.